Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Bénédicte Berthe, Le sentiment de culpabilité et les sciences économiques, les promesses d'une nouvelle relation, tome 2, 2011. Bénédicte Berthe, Le sentiment de culpabilité et les sciences humaines, la richesse d'une ancienne relation, tome 1, 2011. Anne Kova, Féminisme et néo-malthusianisme sous la Troisième République, La liberté de la maternité, 2011. HLETHIERRY, Sauf qui peut la ville. Étude lefèvrienne, 2011. AAJZENBERG, HLETHIERRY, LBAZINEK, maintenant Henri Lefebvre. Renaissance de la pensée critique, 2011. Alexandru GUSSI, La Roumanie face à son passé communiste, 2011. Cédric Fretigne, Exclusion, insertion et formation en question, 2011. Frédéric Sicard, Agencements identitaires. Comment des enfants issus de l'immigration maghrébine grandissent en France, 2011. Rama Bourquia, Culture politique au Maroc, à l'épreuve des mutations, 2011. Louis Moreau de Bellin, Claude Lefort et l'idée de société démocratique, 2011. Elisabetta Ruspini, sous la dire de monoparentalité, homoparentalité, transparentalité en France et en Italie. Tendances, défis et nouvelles exigences, 2010. Tedjebali Beraou, Marginalité et politique sociale, 2010. Thomas MIHCAUD, La stratégie comme discours, 2010. Thomas Michaud, Prospective et science-fiction, 2010. André PETITAT dire, La pluralité interprétative. Aspect théorique et empirique, 2010. Claude Giraud, De la trahison, Contribution à une sociologie de l'engagement, 2010. Sabrina WEYMIENS, Les militants UMP du 16e arrondissement de Paris, 2010. PREFACE, Travailleurs pauvres, le retour. Hubert Bouchet. Membre du Conseil économique, social et environnemental. Membre de la Commission nationale informatique et liberté. Jusqu'à l'orée du XX siècle, pour le grand nombre dans l'activité agricole, les travailleurs pauvres étaient légion dans le monde du travail. La résorption de leurs effectifs a résulté de la croissance de l'activité productive avide de bras, jusqu'à récemment. Au cours de la croissance, la loi du marché a joué pour rémunérer la rareté, constructrice d'un rapport de force équilibré entre les parties au contrat de travail. Par l'action syndicale, l'organisation collective renforça le pouvoir des travailleurs salariés. C'est ainsi que le salaire versé en contrepartie du travail éloigna qui s'y adonnait de la pauvreté. Durant plusieurs décennies, il fut naturel de considérer que celui qui effectuait un travail et exerçait un métier serait durablement, sinon définitivement, à l'abri du besoin vital. L'éventuelle interruption d'emploi ne renvoyait plus à la pauvreté grâce à l'assurance chômage, créée aux alentours des années 60 du XXe siècle. De surcroît, des mécanismes généraux de solidarité mettaient les inaptes au travail à l'abri du besoin vital. C'est la rupture entre l'offre et la demande de travail, et la métamorphose de ce dernier qui explique en premier le retour des travailleurs pauvres et la résurgence de cette catégorie un temps estompée. Cette rupture est l'effet direct et collatéral de la diffusion généralisée de la technique dans l'activité productive. En même temps qu'elle raréfie le travail, la technique le modifie substantiellement et exclut ceux qui ne disposent pas des capacités qu'exige son maniement. Une illustration des plus éclatantes des effets de la diffusion généralisée de la technique se lit par exemple dans les bouleversements du travail nécessaires à la satisfaction du besoin de se nourrir.
C'est ainsi que les effectifs de la population active agricole nécessaires à la production de nourriture ont été divisés par plus de 40 entre 1900 et nos jours. Désormais, c'est moins de 2% de la population active qui produit plus que le nécessaire à l'alimentation de tous les Français. Ces 2% disposent d'une expertise aux antipodes de celle qui était exigée antérieurement. Au détail près, le mouvement de réduction drastique des effectifs nécessaires à l'agriculture pour nourrir les humains a connu son équivalent dans les activités destinées à satisfaire les autres besoins fondamentaux de se vêtir, se loger, se déplacer, protéger, soigner, défendre. C'est l'effet du déploiement des techniques dont nul n'est capable d'interrompre le cours, parce que la technique est sans patrie et nomade. Le cas des OGM montre bien que ce qui est proscrit en Europe prospère largement ailleurs. Emblématique du nouvel ordre productif, le robot exécute de plus en plus de tâches antérieurement dévolues aux humains. Ces derniers sont alors invités à, ou contraints de, céder la place à l'automate dont l'efficacité est proportionnelle à l'intelligence de sa programmation. Très longtemps, les exclus des activités automatisées ne sont pas devenus des travailleurs pauvres parce que, par déversement, les actifs du secteur primaire devenus pléthoriques rejoignaient les secteurs secondaires et tertiaires puis quaternaires alors en croissance. Ceux qui ne pouvaient rejoindre les nouveaux secteurs se retrouvaient dans des no man's land, regroupant des gens de situations et de statuts les plus divers. Peu ou prou, la focale était l'emploi. Il était alors plausible de parler de plein emploi, et de créditer tout emploi des vertus nécessaires à permettre à son occupant de s'accomplir, dans la durée. Le développement des carrières obéissait à une force centripète. Nombreuses et visibles, les carrières démarrées de zéro et achevées au zénith nourrissaient l'espoir tout au long de la vie. Pour les carrières plus étales, l'accroissement rythmé de la rémunération assurait que l'ordinaire de chaque année serait meilleur que celui de l'année précédente. Le déploiement ininterrompu de la technique a brisé la dynamique en raréfiant les postes de travail. Il a aussi conditionné l'accès aux emplois productifs à la disposition de l'expertise exigée pour superviser des processus complexes. Subrepticement, la construction du travail autour de l'expertise a conduit à la substitution progressive des capacités intellectuelles à la puissance physique dans l'activité professionnelle. Progressivement, et sans retour dans nos pays, toute l'activité productive a vocation à s'automatiser. Au fur et à mesure que les secrets de la matière sont dévoilés, des combinaisons productives peuvent être élaborées et stabilisées au point d'être réalisées automatiquement. L'être humain est alors expulsé de l'activité confiée aux robots dont il accompagne les opérations, en aval et en amont. Les tâches d'amont comportent toute l'ingénierie intellectuelle nécessaire à l'invention, à la conception et à la mise en œuvre des machines, alors qu'en aval, effets et rétroactions sont mesurés dans un mouvement perpétuel d'innovation. Dans ce nouvel ordre de la production dans le travail, partir de zéro ne s'entend plus comme autrefois, s'agissant du travail et de la carrière professionnelle. La capacité d'expertise ne s'invente pas. Elle s'acquiert par l'instruction et puise à l'activité de la pensée. Dès lors, le niveau d'acquisition permet d'accéder à une orbite sur laquelle l'individu est positionné. Demeurer en orbite devient essentiel, quand le changement pour le mieux exige du réinvestissement intellectuel. À défaut des maintiens et progressions, l'alternative peut procéder du déclenchement d'une force centrifuge susceptible de conduire l'individu à dévisser, jusqu'à rejoindre l'exclusion après passage dans la catégorie travailleurs pauvres. La dimension nouvelle du drame des travailleurs pauvres est liée au fait qu'ils ne font même pas partie de l'armée de réserve, dont parlait Karl Marx. Ils sont frappés de superfluité car le monde du travail contemporain dans nos contrées n'a plus besoin d'eux. Il n'est plus d'armée de réserve, dans laquelle le chômeur pouvait attendre le retour de la bonne fortune. Dans la période récente caractérisée par la métamorphose de l'activité productive appelant la substitution de la main à plume à la main à charrue, des emplois Canada Dry ont donné le change. Qu'importe l'emploi, pourvu qu'on ait la paye, est devenu le leitmotiv qui a justifié que le contenu du travail soit occulté au motif que l'oisiveté est la mère de tous les vices. C'est ainsi que l'on a occupé des gens à des tâches ne correspondant pas à du travail, dès lors que ce dernier est considéré comme moyen privilégié d'émancipation de l'être humain qui le réalise.
À défaut de permettre un minimum de réalisation personnelle, des emplois peuvent avilir leurs occupants avec pour conséquence, parmi d'autres, les drames liés au stress. Dans ce dernier cas, la pauvreté peut être d'abord qualitative et liée à la proscription de la dimension créatrice du travail. Prescrit, ce dernier n'exige que des capacités à la supervision dans des processus qui ne supportent aucun écart de l'opérateur dont, au surplus, les actes sont tracés. Pour éviter de prendre la mesure des effets de la technique sur l'emploi, en quantité et qualité, on a inventé tous les ersatz d'occupation imaginables, des stages parking du début des années 70 aux emplois jeunes des temps récents. Tous les dispositifs inventés ont, consciemment ou non, permis d'éviter le regard lucide sur la raréfaction du travail humain, consubstantielle à la dynamique productive moderne. Cette question de la raréfaction du travail nécessaire à la satisfaction des besoins matériels a toujours été occultée, alors qu'elle n'est pas nouvelle. Keynes imaginait lui-même une semaine de 15 heures au début du XXIe siècle. De son côté, Wassily Leontief usait de la provocation en affirmant « L'être humain connaîtra le destin du cheval qui n'a plus d'utilité que pour le loisir ». Évidemment, les besoins se sont accrus au-delà même de ce que pouvait concevoir Keynes, nourrissant l'illusion qu'il convenait d'allonger la durée du travail, puisqu'il y aurait toujours plus d'activités productives pour satisfaire d'inextinguibles besoins. C'est ainsi que, par exemple, la durée légale du travail est de 48 heures hebdomadaires en Grande-Bretagne, alors que la durée moyenne actuellement travaillée, incluant les temps partiels, est estimée à 21 heures. En Allemagne, cette durée serait de 30 heures. Chez nous, les ersatz d'emplois créés empêchent les comparaisons avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Cela dit, au-delà de leur nocivité intrinsèque, les emplois Canada Dry risquent de n'être plus financés à cause de l'appauvrissement général et des restrictions des moyens de la solidarité. L'absence de leur utilité avérée pour l'activité productive apparaîtra à propos, pour soutenir leurs détracteurs. Dans le même temps, des signes de plus en plus nombreux attestent la rupture du cadre rafistolé sans relâche pour satisfaire le dogme selon lequel, hors du travail, il ne serait pas de salut. Surnuméraires et superflus se manifestent en se retirant du jeu, comme en atteste notamment leur abstention croissante dans les scrutins. Ils ne votent pas parce que l'expérience les a instruits de l'inutilité, voire de la dangerosité de votes qui permettent à ceux qui se présentent aux élections de se prévaloir de leur suffrage alors qu'une fois élus, ils mèneront des politiques desservant les intérêts des travailleurs pauvres. Autre chose d'inédite est à inventer, puisque le travail ne suffira plus à permettre à chacun de se construire par son truchement. S'il en va ainsi, les mécanismes de solidarité qui peu ou prou sont adossés à la situation de l'individu par rapport au travail, sont frappés d'obsolescence. C'est cette situation qui ne connaît pas de précédent, qui impose d'inventer. Inventer veut dire cesser de conditionner le revenu au travail rémunéré. Cela passe par l'établissement d'un revenu d'existence universelle, qui mettra à l'abri du besoin vital. Le risque de pauvreté éloigné restera à organiser la production de richesses par la mobilisation de toutes les capacités créatrices dès lors que l'avenir et la prospérité passent par l'innovation. PREMIERE partie, les travailleurs pauvres, faillite du système ou défi pour l'avenir ? Le développement du phénomène des travailleurs pauvres, un défi pour les sociétés européennes. Brigitte Lestrade. Université de Cergy-Pontoise. Longtemps, la plupart des sociétés européennes se sont caractérisées par une présence importante de couches sociales qualifiées de moyennes, sont considérées comme en faisant partie les personnes qui gagnent entre 70 et 150% du revenu moyen des salariés. Mais depuis la fin des 30 Glorieuses en France, la fin de l'augmentation régulière des salaires en Allemagne, on entend de plus en plus parler de pauvreté des enfants, des familles monoparentales, des personnes âgées. Plus récemment, la pauvreté a pris un nouveau visage, celui des working poor, ces salariés qui ont un emploi mais qui ne parviennent pas à vivre du fruit de leur travail. Ce phénomène, connu aux États-Unis depuis les années 70, se manifeste dans les pays européens depuis une quinzaine d'années. Les études le concernant sont encore rares et incomplètes en Europe, où la pauvreté a surtout été étudiée sous l'angle de la marginalité.
S'y ajoute le problème que certains pays ont développé des définitions nationales, souvent peu compatibles, qui ne permettent guère une analyse comparative. L'agence statistique de l'Union européenne Eurostat propose une définition des working poor, selon laquelle 20 millions de personnes seraient concernées, un nombre qui ne cesse de croître. Comment expliquer ce phénomène ? Certains avancent la tertiarisation du marché du travail et son cortège d'emplois de services sans qualification et mal payés, d'autres citent la dérégulation du marché de l'emploi, favorisant la précarisation du statut de salarié avec le développement de l'intérim, des CDD et du travail à temps partiel, d'autres encore incriminent l'instabilité des ménages, l'absence de salaire minimum garanti ou l'impact de la mondialisation. Si les familles monoparentales sont plus touchées que d'autres par la pauvreté, l'existence du SMIC ne protège pas nécessairement de la pauvreté, comme le montre l'exemple de la France. La question des working poor est pressante compte tenu de l'accroissement de ce phénomène dans tous les pays européens. Il s'agit d'un problème complexe, aux multiples ramifications, qui représente un défi pour les sociétés européennes. L'écart entre les riches et les pauvres s'accroît, imposant des tensions extrêmes au tissu social. Les gouvernements le savent qui tentent de lutter tant par des mesures financières que par l'extension des offres de formation aux populations défavorisées. L'exclusion et la pauvreté sont également visées par la stratégie de Lisbonne de l'Union européenne, qui souhaite promouvoir la cohésion sociale, la prospérité économique et la compétitivité. Si la pauvreté a toujours existé, elle revêt aujourd'hui une ampleur peu commune et touche des populations qui, par leur travail, devraient être à l'abri de cette situation. Cette contribution qui se veut une introduction à la problématique des travailleurs pauvres en Europe s'interroge sur la définition, ou les définitions, de ce qu'est un travailleur pauvre, sur les circonstances susceptibles de conduire à cette situation, les raisons de l'accroissement du nombre de personnes concernées par la pauvreté au travail et enfin, les moyens mis en œuvre tant par les gouvernements que par les acteurs socio-économiques en Europe pour combattre ce phénomène ou au moins pour freiner son extension. DEFINITIONS. Afin de pouvoir se faire une idée de l'ampleur de la population des travailleurs pauvres en Europe, il convient de s'interroger d'abord sur la définition à donner à ce terme. Quelle définition donne-t-on dans ce contexte à la notion de travailleur et à celle de la pauvreté ? Pour départager les travailleurs des chômeurs, les pays européens appliquent une méthode qui est propre à chacun d'entre eux afin de définir une limite qui déclenche le versement des allocations de chômage. Ces limites peuvent aller d'1 heure ouvrée par semaine à 15 heures, ou de 2 à 7 mois par an. Depuis que l'Europe a commencé à s'intéresser aux travailleurs pauvres, une définition commune de la notion de travailleur a été établie au niveau européen sur la base de la méthode ouverte de coordination, MOC. 1. La limite temporelle retenue par Bruxelles pour définir un travailleur est une durée en emploi de 7 mois au minimum, c'est-à-dire plus de la moitié de l'année, une limite supérieure à celle retenue par un certain nombre de gouvernements nationaux. La pauvreté monétaire. En ce qui concerne la définition de la notion de pauvreté, il convient de faire la différence entre la pauvreté monétaire et la pauvreté au niveau des conditions de vie. La pauvreté monétaire se subdivise en pauvreté monétaire absolue 2, ou en pauvreté relative. Cette dernière implique la définition d'un seuil de revenu, avant impôts et transferts sociaux, en deçà duquel un travailleur est considéré comme pauvre. Ce seuil peut être défini par rapport au revenu moyen ou au revenu médian, c'est-à-dire celui qui sépare la population en deux parts exactement égales, ceux dont le revenu se situe au-dessus du seuil et ceux dont il est en dessous. Si le seuil est relativement bas, par exemple, à 50% du revenu médian, limite largement appliquée en France jusqu'en 2008, le nombre de travailleurs pauvres est évidemment plus bas que s'il est défini comme étant à 60% du revenu médian comme c'est l'usage actuellement dans les statistiques européennes. Tableau 1. Taux de pauvreté monétaire dans l'UE 15 de 2000 à 2007. Source: Eurostat, dernière mise à jour 2009, et INSEE pour la France, base des données. Pour la France, ERFS et SILC, pour l'Europe, EUSILC3. B égale rupture de série, S égale estimation INSEE. Le tableau numéro 1 qui mesure la proportion de personnes dont le niveau de vie se situe en dessous du seuil de pauvreté fixé à 60% du niveau médian national,
n'offre pas d'image homogène. Si les pays d'Europe du Sud affichent un taux de pauvreté supérieur à ceux du Nord, certains pays du Nord, tels que le Royaume-Uni et l'Irlande, affichent des taux de pauvreté supérieurs à la moyenne en Europe. Les tendances qui se dégagent pendant la période étudiée sont à la stabilité, voire à la hausse de la pauvreté monétaire, sachant que les statistiques n'ont pas encore pu intégrer les chiffres de 2008 et 2009, probablement en hausse, en raison de la crise économique et financière. La pauvreté en conditions de vie. La définition de la pauvreté à partir de données quantitatives ne permet pas de saisir ce phénomène dans toute sa complexité. Mis à part l'aspect subjectif, en considérant comme pauvre celui qui déclare ne pas arriver à boucler ses fins de mois avec le revenu dont il dispose, l'approche la plus communément utilisée pour compléter la pauvreté monétaire est la prise en compte de la notion de privation, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir les moyens d'acheter un bien souhaité. Si la plupart des pays européens réalisent des enquêtes sur la consommation, le logement, les vacances, etc., les enquêtes spécifiques sur ce que les Européens considèrent comme des privations typiques de la pauvreté sont assez récentes. 4. En France, c'est l'enquête Standard de vie, conduite par l'INSEE en janvier 2006, qui a comblé cette lacune. Un an plus tard a été menée une étude analogue au niveau européen, l'Eurobaromètre 67.1, qui a été réalisée en février et mars 2007, à la demande de la Commission européenne. L'enquête française comportait une liste de 66 privations appartenant à des domaines divers, tels que l'alimentation, le logement, l'environnement, les loisirs et l'éducation, la santé, les biens durables et l'habillement. Les personnes interrogées devaient indiquer si elles considéraient pour chacune d'elles si elle était constitutive de la notion de pauvreté ou non. 5. L'enquête européenne réunissait 53 privations portant sur les adultes et 21 privations relatives aux enfants, réparties en 5 domaines, les contraintes financières, le logement et son environnement, les biens durables, l'alimentation, l'habillement et les services de base, la sociabilité et les loisirs. Comme pour l'étude française, les enquêtés devaient indiquer s'ils considéraient les biens et les services comme nécessaires pour avoir un niveau de vie décent dans le pays dans lequel ils vivent. Dans les deux cas, sont considérées comme étant pauvres en conditions de vie les personnes qui connaissent environ un tiers des restrictions citées. Nonobstant les différences entre les critères retenus au niveau national et européen, les résultats relevés ont été très proches. Les résultats de l'enquête européenne, qui ne reflètent pas la position des gouvernements mais l'opinion de la population, laissent un peu perplexe, car l'exploitation des données qui portent sur tous les pays européens a montré une très grande dispersion des opinions qui ne s'accordent que sur 2 types de privations. Une que la majorité des personnes interrogées s'accordent à considérer comme importante et une qu'elle estime négligeable. La plupart des personnes interrogées refusent en effet les privations quand elles portent sur des fonctions de base, telles que manger, se vêtir, se loger et se soigner, mais elles les admettent très bien quand il s'agit de fonctions récréatives et relationnelles. À ce titre, l'absence de téléphone portable ou d'ordinateur n'est pas considérée comme un signe de pauvreté, ce qui peut surprendre. Le consensus ne porte que sur une norme minimale de privation, définie par le souci d'assurer la satisfaction des fonctions indispensables à la survie. Les aspects plaisir ou simplement confort ne font pas partie des aspects indispensables de la vie, d'après une majorité d'Européens 6. Le nombre de privations considérées comme inacceptables par la majorité des personnes est toutefois très différent selon les pays européens. Aux Pays-Bas, seuls 22 biens et services sur les 74 proposés par l'enquête sont jugés absolument indispensables par plus de 50% des personnes interrogées. À l'opposé, en Grèce, on en compte 47. De manière générale, les pays qui ont la définition la plus large de la pauvreté, en nombre de privations considérées comme insupportables, sont les moins riches, la Grèce, Chypre, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et le Portugal. À l'inverse, les pays les plus développés tels que la Grande-Bretagne, l'Allemagne 7, la France, l'Italie et le Danemark, sont ceux qui ont la vision de la pauvreté la plus restrictive, limitée aux fonctions les plus vitales non satisfaites. L'impact des éléments structurels sur la pauvreté. En raison des différences entre statistiques nationales et européennes, et étant donné les perceptions subjectives de l'état de pauvreté,
il est admis de baser la définition du travailleur pauvre sur la notion de pauvreté relative représentée par le seuil européen de 60% du revenu médian d'une personne ayant travaillé au moins pendant la moitié de l'année précédente, la notion qualitative de conditions de vie jouant un rôle mineur dans la manière d'appréhender cette population fluctuante. À cette notion de seuil, il faut associer celle de ménage. La situation matérielle des personnes n'est en effet pas indépendante de la situation familiale dans laquelle elles se trouvent. Dans les statistiques, elles sont considérées comme un ménage, qu'elles vivent seules, en couple, avec ou sans enfants. Or, les besoins d'une personne ne sont pas les mêmes, selon qu'elle vit seule ou au sein d'une famille. Afin d'estimer le plus exactement possible ce que coûte une personne de plus dans un ménage, on utilise l'échelle d'équivalence de l'OCDE, selon laquelle chaque personne au sein d'une famille est pourvue d'un coefficient, 1 pour le premier adulte, 0,5 pour chaque adulte supplémentaire et 0,3 pour chaque enfant de moins de 14 ans. Le seuil de pauvreté, défini de cette façon par unité de consommation et à 60% du revenu médian, est très différent selon les pays. Calculé en parité de pouvoir d'achat, il varie fortement en fonction du niveau de vie de chaque pays. Tableau numéro 2. Les seuils de pauvreté en Europe en 2008, par mois en euros et par unité de consommation. Source Eurostat. Les écarts sont très importants entre les anciens pays de l'Union européenne et les nouveaux entrants. Le Royaume-Uni 8, les Pays-Bas ou l'Autriche ont un seuil de pauvreté par mois supérieur à 900 € tandis que la Roumanie affiche un seuil inférieur à 200 €. De plus, ces chiffres montrent que la seule référence au seuil que constituent les 60% du revenu médian d'un pays n'est pas suffisante pour se rendre compte de l'ampleur de la pauvreté des travailleurs dans un pays donné. Il faut compléter ces données par des éléments structurels qui permettent de rendre mieux compte du niveau de vie réel des ménages. Mis à part l'importance variable des transferts sociaux évoqués plus loin, il faut tenir compte de particularités culturelles susceptibles de conduire à des distorsions. Ainsi, un pays où la norme est la biactivité, c'est-à-dire que l'homme et la femme exercent une activité professionnelle dans un couple ou une famille, les revenus plus élevés des ménages tirent le revenu médian vers le haut. De ce fait, les ménages qui comportent un seul travailleur courent comparativement un plus grand risque de se retrouver au-dessous du seuil de pauvreté. Un autre élément structurel important se retrouve dans le comportement des jeunes en âge de travailler. Alors que dans des pays tels que le Danemark, l'Autriche, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, la part des travailleurs parmi les 16 à 24 ans atteint ou dépasse les 50%, elle est inférieure à 25% en France, en Belgique, en Grèce et en Italie. Un élément qui complique encore davantage l'interprétation des chiffres est la tendance plus ou moins prononcée des jeunes Européens à quitter le domicile familial et à établir un ménage séparé. Dans ce domaine, on constate une véritable césure nord-sud. Dans les pays scandinaves comme la Finlande, la Suède, le Danemark ainsi qu'aux Pays-Bas, 40% de ces jeunes travailleurs forment un foyer familial indépendant. En Europe du Sud et dans ce domaine, la France fait partie du Sud, ils sont moins de 10% à être autonomes. Ce que l'on peut retenir au niveau des définitions, c'est que l'Europe s'efforce de trouver un consensus autour de la notion de pauvreté relative à 60% du revenu médian de chaque pays. Sur cette base, on constate que la pauvreté monétaire est très inégalement répartie dans les pays européens. Les taux les plus élevés se trouvent dans les pays du Sud, Grèce, Italie, Espagne, ainsi qu'en Grande-Bretagne et en Irlande, alors que la France, l'Allemagne et Autriche affichent des taux plus bas, les pays scandinaves se situant encore un peu en dessous. Pour les nouveaux pays entrants d'Europe de l'Est, les informations disponibles sont encore rares. Mais il paraît que la Slovénie mise à part, dont le niveau est proche de celui de la France, les taux de pauvreté au travail avoisinent ceux des pays d'Europe du Sud. Ces chiffres, qui situent le nombre de travailleurs pauvres en Europe à 15 voire 20 millions selon les sources, ne suffisent pas toutefois à rendre compte du phénomène. Il faut aussi prendre en considération les particularités structurelles des pays, dont la biactivité au sein des ménages et le comportement des jeunes ne sont que des exemples. Quels facteurs conduisent à la pauvreté au travail ? À la question sur les facteurs susceptibles de conduire à la pauvreté en emploi, les propos sur les difficultés de trouver une définition indiquent déjà une piste. La composition du ménage joue en effet un rôle important. 2 travailleurs dans un ménage, s'ils travaillent à temps complet,
peuvent permettre de s'élever au-dessus du seuil de pauvreté, même si les salaires sont bas. Ce constat nous amène à nous interroger sur le sens à donner à la propension des jeunes Scandinaves à s'établir dans un foyer autonome. Dans la mesure où les jeunes ont en moyenne un revenu plus faible que leurs aînés, contribue-t-il à accroître le nombre de travailleurs pauvres, alors qu'en France, où les jeunes restent plus longtemps au sein du cocon familial, leur éventuel apport financier permet-il de réduire la population des ménages pauvres ? Que la composition des ménages soit essentielle pour le niveau de vie de leurs membres se voit en regardant une catégorie particulièrement exposée au risque de pauvreté, à savoir les familles monoparentales. Les ménages où se trouve un enfant ou des enfants et un seul adulte, habituellement la mère, sont 4 fois plus exposés au risque de pauvreté que la moyenne des ménages. Les familles nombreuses, 2 fois plus exposées à la pauvreté, sont également très vulnérables. Obligés de jongler entre l'activité professionnelle et la garde des enfants, les ménages monoparentaux et les familles nombreuses ont souvent des durées de travail plus courtes, donc des revenus plus faibles. Leur niveau de vie est tributaire non seulement des transferts sociaux, mais aussi des structures d'accueil de la petite enfance qui existent dans leur pays. Sur ce point, les pays européens n'offrent pas un tableau homogène. Si les pays scandinaves et la France proposent non seulement des crèches et des places en école maternelle pour un nombre important d'enfants en bas âge, mais aussi des écoles primaires et secondaires ouvertes une bonne partie de la journée, d'autres pays, comme l'Allemagne ou l'Italie, où l'activité professionnelle des femmes est davantage perçue comme un appoint, ont développé des structures d'accueil encore insuffisantes. Par conséquent, le taux de pauvreté des enfants est très variable dans les pays européens, allant de moins de 5% dans les pays scandinaves à plus de 15% dans les pays anglo-saxons, Grande-Bretagne et Irlande, et en Italie 9%. Cette dispersion se voit aussi dans l'évolution des taux de pauvreté enfantine. Une petite moitié des pays européens voit le taux de pauvreté des enfants diminuer, alors que dans une bonne moitié des pays le taux augmente. C'est en Allemagne que le taux de pauvreté des enfants a augmenté le plus. Un autre facteur susceptible de conduire à la pauvreté en emploi est le statut du travailleur. Un salarié en CDI et à temps complet sera moins exposé à la pauvreté monétaire, même s'il est payé au SMIC, qu'un autre qui ne bénéficie ni de la stabilité de l'emploi ni d'un temps de travail hebdomadaire ou annuel complet. Dans tous les pays européens, la part des travailleurs au statut précaire ou à la durée de travail incomplète a augmenté. Les statuts précarisants les plus répandus sont les CDD, le travail à temps partiel et, ce qui est généralement moins connu, le travail indépendant. Ces formes particulières d'emploi, auxquelles on peut ajouter les emplois aidés très prisés dans certains pays dont la France, mais moins connus ailleurs, prennent des formes très diverses selon les pays, où durée de travail réduit ne rime pas forcément avec précarité. Les contrats à durée déterminée ont explosé partout en Europe. En France, la majorité des jeunes sont recrutés sous ce statut à la sortie de leur formation. En Allemagne, c'est le cas de la moitié d'entre eux. Si le CDD est souvent perçu par les entreprises comme une période permettant de tester les compétences et les facultés d'intégration d'une nouvelle recrue, il ne débouche pas toujours sur une embauche. Un nombre croissant de jeunes enchaînent CDD sur CDD, entrecoupés de périodes de chômage, phénomène connu en France sous le terme de chômage d'insertion. Ce sont les pays européens à la législation du travail la plus rigide qui ont le plus recours aux contrats à durée déterminée, l'Espagne largement en tête avec 4,6 millions de CDD, l'Allemagne avec 3,8 millions et la France avec 2,6 millions, source Eurostat 2004. L'intérim, lui aussi, est par définition une activité à durée déterminée. Le travail temporaire s'est beaucoup développé dans les pays dont le cadre réglementaire y est favorable 10. Très répandu en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en France, il concerne aujourd'hui plus de 3,5 millions de personnes en Europe. Porte d'entrée à un emploi stable pour certains, l'intérim représente souvent un pis-aller pour les salariés, de courtes missions, mal payées, entrecoupées là aussi de périodes de chômage. Un nombre croissant d'entreprises tentent de se défaire de leurs salariés en CDI, pour les remplacer par des intérimaires destinés à amortir les variations dans la production. Ils sont nombreux à faire partie des travailleurs pauvres, moins en raison de l'insuffisance de leur rémunération horaire qu'à cause de l'instabilité de leur statut. Les nouveaux indépendants,
ces entrepreneurs qui ne parviennent pas toujours à vivre de leur activité professionnelle, sont également nombreux parmi les travailleurs pauvres. Ce phénomène, en augmentation constante, s'est développé suite à la croissance du chômage et à la création dans certains pays européens, de statuts particuliers, susceptibles de favoriser la création de micro-entreprises, notamment par les chômeurs. Ainsi ont été créés le statut de l'auto-entrepreneur en France et celui de la IHG en Allemagne, qui offrent des avantages en termes de fiscalité et de cotisation aux assurances sociales tant que l'activité professionnelle du nouvel entrepreneur reste modeste. Le travail à temps partiel, également facteur de pauvreté monétaire, est moins facile à cerner. Il peut être librement choisi, stable et correctement rémunéré, comme c'est le cas en Allemagne, où près de la moitié des femmes travaillent à temps partiel, presque toutes volontairement 11, ou imposé, précaire ou mal payé, comme pour certains salariés en France. Le temps partiel s'accroît dans tous les pays développés. En 2007, il représentait 19% des emplois en France, 25% en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Suède, et 47% aux Pays-Bas, seul pays où cette forme de travail n'est pas réservée aux femmes, mais où un pourcentage important d'hommes travaillent également à temps partiel. Ce qui est toutefois commun à la grande majorité des emplois à temps partiel, c'est qu'ils ne permettent guère la poursuite d'une carrière ambitieuse. Choisis surtout par les femmes, notamment des mères de famille, comme complément de revenus, ils conduisent à la pauvreté, surtout dans le cas des familles monoparentales. À ces travailleurs au statut précaire ou fragile, il convient d'ajouter ceux du secteur informel. S'il ne fait guère de doute qu'ils fassent majoritairement partie des travailleurs pauvres, il s'agit d'une nébuleuse par définition difficile à saisir où se mêlent chômeurs officiels, immigrés sans statut et salariés stables désireux d'accroître leurs revenus par des activités au noir. Le secteur informel est particulièrement étendu dans les pays en voie de développement, mais aussi dans certains pays d'Europe du Sud, comme la Grèce, le Portugal et l'Italie. On pourrait encore citer bon nombre d'autres facteurs susceptibles de conduire à la pauvreté, tels que par exemple, le choix du secteur d'activité. Le commerce de détail est connu, non seulement pour la prolifération d'emplois à temps partiel contraints, mais aussi pour la faiblesse des rémunérations. C'est également vrai pour le secteur des services à la personne, où les bas salaires sont notoires. Un autre aspect est la notion d'employabilité où se combinent les compétences multiformes requises pour un emploi donné, et la formation professionnelle. L'absence de qualification contribue fortement au maintien dans le secteur des bas salaires, même si la corrélation entre niveau de formation et niveau de rémunération n'est pas toujours facile à établir. Les exigences des entreprises concernant le niveau de leurs salariés se sont accrues dans tous les pays européens. Bon nombre de professions qui, il y a une génération, demandaient le niveau du certificat d'études ou son équivalent, se basent désormais sur le baccalauréat comme exigence d'entrée. Le nombre de bacheliers s'est certes accru dans les pays européens, mais celui des jeunes incapables de satisfaire aux nouvelles exigences aussi, sans parler des salariés âgés qui sont nombreux à décrocher par rapport aux nouvelles technologies qui imprègnent pratiquement tous les métiers. Le hiatus entre le niveau exigé par les entreprises et celui que présentent les travailleurs a tendance à s'accroître, laissant de plus en plus de salariés sur le bord de la route. Pourquoi cet accroissement du nombre de travailleurs pauvres ? Si les emplois faiblement rémunérés ont toujours existé, on peut se demander pourquoi le nombre de travailleurs pauvres s'est à ce point accru depuis une trentaine d'années. Une des raisons majeures est sans nul doute l'évolution économique. La croissance globalement beaucoup plus faible dans les pays européens depuis la fin des Trente Glorieuses a conduit à une importante croissance du chômage, et partant, à une plus grande acceptation par les salariés d'emplois mal payés pour sortir de la situation de non-emploi. Dans certains pays, cette dégradation du climat économique s'est accompagnée d'une croissance plus faible, voire d'une stagnation des salaires, rendant d'autant plus difficile la situation des salariés faiblement qualifiés, essentiellement dans les pays qui ne disposent pas d'un salaire minimum garanti sur le plan national, comme l'Allemagne par exemple. Le ralentissement de la croissance économique a conduit à étendre la notion de flexibilité dans le monde du travail. Flexibilité dans les horaires d'abord, comme on l'a vu dans le cadre des négociations sur les 35 heures en France, ou la répartition des heures de travail sur la journée,
la semaine ou l'année a fait l'objet de discussions en contrepartie de la réduction des horaires de travail. En Allemagne aussi, la flexibilité, introduite dans le cadre de négociations sur les conventions collectives, a conduit à ce que seule une minorité de salariés travaille encore selon des horaires immuables. La flexibilité s'est introduite dans les statuts ensuite, avec l'aménagement des CDD, de l'intérim, de la sous-traitance, etc., au point que seuls les 2/3 des salariés européens bénéficient encore d'un emploi à temps complet et à durée indéterminée. Les autres doivent se contenter d'un statut précaire souvent assorti d'une rémunération faible. L'extension du principe des stages y contribue également. La plupart des formations, en grande école ou à l'université, exigent désormais l'accomplissement de stages, souvent peu, voire non rémunérés. Après l'obtention de leur diplôme, bon nombre de jeunes qui n'ont pas trouvé d'emploi sont obligés de chercher un stage pour ne pas perdre leurs compétences ou compléter leur CV, créant du coup une autre catégorie de travailleurs pauvres, diplômés ceux-là, dont la situation n'est que rarement évoquée. Un des facteurs essentiels de l'accroissement du nombre de travailleurs pauvres réside aussi dans le changement de paradigme des gouvernements. D'une logique de transferts sociaux aux indigents, les pouvoirs publics sont passés à une conception qui veut qu'il est préférable de soutenir l'emploi plutôt que le chômage. Dans cet esprit, bon nombre de gouvernements ont durci leur réglementation concernant la perception des allocations chômage pour inciter les bénéficiaires à reprendre plus facilement un emploi. Si les pays anglo-saxons, de tendance libérale, ont toujours poussé les chômeurs à reprendre un emploi en restreignant le versement d'allocations à un minimum, d'autres pays, d'inspiration plus sociale, ont également suivi. Ainsi, l'Allemagne a introduit une réforme des allocations chômage en 2005, la réforme dite Hartz IV, qui non seulement réduit sensiblement la durée de perception du revenu de substitution, mais qui soumet les chômeurs à une série de contraintes les obligeant à reprendre un emploi même s'il est moins bien rémunéré que le précédent, s'il ne correspond pas à leurs compétences ou s'il est éloigné géographiquement. Les travailleurs dont le salaire est trop faible obtiennent un complément de l'État. 1,5 million de salariés sont dans cette situation actuellement en Allemagne, ce qui accroît d'autant le nombre de travailleurs pauvres. En France, la logique adoptée par le gouvernement suit des cheminements analogues avec l'introduction du revenu de solidarité active, RSA, en 2009. Le RSA, qui s'est substitué au RMI, a également pour but de faciliter le retour des chômeurs vers l'emploi 12. Les subventions pratiquées par la France qui autorisent les entreprises à ne pas verser de cotisations sociales, ou à en verser moins, pour les travailleurs qui perçoivent une rémunération proche du SMIC, vont dans le même sens, car cette pratique encourage les entreprises à créer ou à maintenir des emplois faiblement rémunérés. Comment combattre la pauvreté en emploi ? L'évocation du RSA en France et de Hartz IV en Allemagne propose déjà un début de réponse à la question de savoir comment combattre la pauvreté en emploi. Les pouvoirs publics peuvent subventionner le travail en versant un complément aux travailleurs dont le salaire est trop faible, ou le dispenser, entièrement ou partiellement, du versement des cotisations sociales. L'exemple français du RSA montre toutefois les limites de ce type de dispositif. Conçu à l'origine pour donner un modeste complément de revenus, entre 100 et 150 € par mois, à des millions de travailleurs pauvres pour leur permettre de franchir le seuil de pauvreté, le dispositif est loin de l'objectif visé par Martin Hirsch, son concepteur, en juin 2009. L'ancien haut-commissaire prévoyait à l'époque que 90% des allocataires potentiels du RSA activité en bénéficieraient un an plus tard. Or, seulement 35% des personnes ciblées le perçoivent effectivement 13. Les raisons avancées pour expliquer ces résultats mitigés sont multiples, mais résident surtout dans un manque d'information. La réforme Hartz IV en Allemagne, qui procédait plus d'une logique d'accélération du retour à l'emploi que du combat contre la pauvreté, permet certes aux bénéficiaires de s'élever au-dessus du seuil de pauvreté, mais elle contribue à les maintenir dans la dépendance en raison d'un écart insuffisant entre l'allocation et le revenu du travail. Ces instruments existent donc, mais ils ne sont pas encore au point. L'État peut également intervenir dans le domaine réglementaire, en créant un salaire minimum, et en fixant les augmentations qui devront être respectées par les entreprises. La plupart des pays européens ont recours à ce moyen 14. Mais protège-t-il vraiment de la pauvreté ?
Le salaire minimum garanti par l'État améliore exclusivement la situation des salariés. De plus, s'il est fixé à un niveau trop élevé, il risque d'augmenter le chômage. Le combat contre la pauvreté au moyen du SMIC se limite par conséquent au groupe de ceux qui disposent d'un emploi à temps plein, et non pas aux salariés à l'emploi précaire qui constituent la majorité des travailleurs pauvres. À considérer les 3 facteurs principaux de la pauvreté, la présence d'enfants au foyer, le chômage et le divorce, il apparaît que le SMIC n'est qu'un instrument imparfait pour combattre la pauvreté car il lui manque la composante familiale. Mais il n'est guère concevable de ventiler le niveau du SMIC selon le nombre de personnes au foyer. C'est pourquoi la voie suivie par tous les pays, à des degrés divers toutefois, est celle des transferts sociaux aux ménages. Conscients de la fragilité de certains groupes sociaux, les pouvoirs publics ont créé une kyrielle d'allocations et de subventions pour venir en aide aux personnes fragiles. Les transferts versés au titre de la protection sociale peuvent être versés aux travailleurs eux-mêmes, par exemple. La prime pour l'emploi en France ou la subvention salariale, comme Billon en Allemagne, ou aux ménages, comme pour les prestations familiales 15. L'ampleur de ces transferts est fonction des systèmes de protection sociale nationaux, dont la logique diffère selon les pays. En se basant sur le système introduit par le sociologue danois Gösta Esping Andersen qui distingue 3 types d'État-providence, tous représentés de façon plus ou moins nette dans les pays européens aujourd'hui 16, on peut faire le constat suivant. L'État-providence social-démocrate est le plus généreux. Il assure à l'ensemble de la population du pays un niveau de protection sociale élevé, essentiellement financé par l'impôt. L'absence de revenus liés à la maladie, le chômage, etc. est largement compensée. Les individus dépendent peu de leur insertion sur le marché du travail pour assurer leur niveau de vie. Le versement d'allocations élevées et universelles réduit par conséquent fortement la pauvreté laborieuse. Ainsi, dans des pays tels que la Finlande et la Suède, la pauvreté est réduite des 2/3 grâce au transfert. Le modèle continental ou corporatiste d'État-providence assure une protection sociale aux personnes ayant cotisé, donc réservée essentiellement à celles ayant travaillé. La déconnexion entre revenus du travail et niveau de vie est plus faible que dans le modèle scandinave, car les aides accordées, assez importantes en pourcentage, dépendent du revenu antérieur, donc du statut socio-professionnel sur le marché du travail. Les allocations accordées reposent essentiellement sur les cotisations des salariés. Ce modèle, de conception bismarckienne, est pratiqué notamment en France et en Allemagne. Il réduit le taux de pauvreté environ de moitié, 40% pour la France et 50% pour l'Allemagne. Le modèle libéral d'État-providence assure un faible niveau de protection sociale, souvent réservé aux plus pauvres et financé par l'impôt, comme dans le modèle scandinave, mais destiné à un public beaucoup moins nombreux. La couverture des risques sociaux dépend largement de l'insertion des individus sur le marché du travail. Les pays qui suivent le modèle libéral ne prévoient pas forcément un système d'assurance publique, le recours à la couverture privée des risques étant très répandu. Ce modèle d'inspiration beveridgienne, présent aux États-Unis, au Canada et en Australie, est également appliqué en Grande-Bretagne. Le taux de pauvreté britannique est toutefois moins élevé qu'aux États-Unis. Il est réduit de moitié grâce à des politiques de transfert ciblées. Conclusion. Si le phénomène des travailleurs pauvres a toujours existé, il a pris une ampleur inquiétante depuis la fin des Trente Glorieuses dans la plupart des pays européens. De nombreux facteurs ont été identifiés qui contribuent à la création et au maintien de la pauvreté en emploi. La faible croissance économique a certes un impact majeur. L'accroissement important du nombre de travailleurs pauvres suite au premier choc pétrolier et au ralentissement économique subséquent en atteste. L'augmentation du chômage, renforcée par la rigidité du marché de l'emploi dans bon nombre de pays européens, a conduit à une prolifération de statuts d'emploi précaires qui ne permettent pas aux salariés de bénéficier d'une rémunération décente. Qu'il s'agisse de contrats à durée déterminée, d'intérim ou de travail à temps partiel, la proportion des emplois précaires ne cesse de s'accroître, touchant actuellement un tiers de tous les travailleurs en Europe. Les aspects politiques et réglementaires ne sont toutefois pas les seuls en cause. Les mutations accélérées de la société contribuent également à fragiliser la situation matérielle des travailleurs.
L'accroissement du nombre de divorces et l'instabilité des unions conduisent à l'augmentation des familles monoparentales, numériquement très présentes parmi les travailleurs pauvres. S'y ajoute la croissance de l'immigration, une immigration où la plupart des pays européens ont favorisé pendant longtemps la venue de salariés peu qualifiés. L'absence de formation scolaire ou professionnelle, facteur puissant de maintien dans la pauvreté, se retrouve aussi dans une frange importante de la population autochtone. Les gouvernements ne restent pas inertes devant la montée de la précarité des travailleurs. Selon leur orientation plus ou moins libérale, ils privilégient des outils différents ou les mêmes outils à des degrés divers pour combattre la pauvreté laborieuse. Qu'il s'agisse de la fixation d'un salaire minimum au niveau national ou par branche, de subventions salariales versées aux entreprises ou aux salariés eux-mêmes ou de transferts sociaux, des efforts de redistribution sont mis en œuvre dans tous les pays européens. Les acteurs sociaux prennent également conscience de la polarisation croissante des sociétés et des défis qu'elles comportent. Les syndicats, pendant longtemps surtout soucieux des propriétaires d'emplois, commencent à s'intéresser aux emplois précaires. L'idée de sécuriser le salarié plutôt que l'emploi fait son chemin. L'exemple danois de flexisécurité peut à ce titre indiquer une piste. Il consiste à combiner une grande facilité pour licencier et recruter à un système de protection sociale très poussé. Les allocations d'un chômeur peuvent dans certains cas atteindre les 90% de son revenu d'actif, et un dispositif d'insertion et de formation très performant. Cette approche est peut-être plus facile à mettre en œuvre dans un petit pays que dans un grand, tel que la France, l'Italie ou encore l'Espagne, où les conflits entre patronat et syndicats sont de tradition, mais elle pourrait fournir matière à réflexion. Si les moyens utilisés par les différents gouvernements pour venir en aide aux travailleurs pauvres et leurs familles ont tous leurs détracteurs, le SMIC qui contribue à accroître le chômage, les transferts sociaux qui découragent la recherche d'un emploi à temps plein, il est un instrument qui a la faveur de l'ensemble des spécialistes, à savoir la formation tant scolaire que professionnelle. L'absence de compétences est, avec la décomposition des familles, un des éléments majeurs susceptibles de conduire à la pauvreté en emploi. Cette carence doit être combattue surtout au début et en fin de carrière. Tous les ans, de nombreux jeunes sortent du système scolaire sans diplôme et sans formation, ce qui, dans un monde professionnel de plus en plus exigeant, les destine d'emblée au chômage ou au travail précaire. Aux âges proches de la retraite, ce sont les compétences en évolution rapide qu'il convient de rafraîchir régulièrement, afin de maintenir intacte l'employabilité des seniors. Il est régulièrement question d'apprentissage tout au long de la vie, mais les systèmes scolaires, tant en Grande-Bretagne qu'en France ou en Allemagne, donnent rarement satisfaction, et la formation continue est la plupart du temps réservée aux âges qui en ont le moins besoin. Dans ce domaine comme dans les autres qui pourraient contribuer à faire baisser la cohorte des travailleurs pauvres, les acteurs politiques, économiques et sociaux n'agissent pas assez. L'insertion dans la société s'opère actuellement par le travail. Or, l'émergence des working poor tend à faire perdre au travail son statut protecteur et sa fonction intégrative. C'est pourquoi la pauvreté en emploi constitue une menace pour la cohésion de la société, qui doit être prise au sérieux. Indication bibliographique. Accardo, Jérôme de Saint-Paul, Thibault 2009, Qu'est-ce qu'être pauvre aujourd'hui en Europe ? L'analyse du consensus sur les privations, In Économie et Statistique, numéro 421 2009. Accardo, J. de Mailly, D. 2008. Les enseignements de l'enquête Standard de vie, mesures, formes et facteurs de la pauvreté. Approche comparative, document de travail numéro 151, INED. Buur Petra Lepfried, Stéphane, Armu-Filtern, Wie wirket sich die Armu-Definition of die Armutspolitico in Wirtschaftsdienst 7 2008. Utterweij, Christophe, 2009, Armu in einem Rechenland, wie das Problem verarmlost und verdrängt wird, Campus Verlag. Bundesministerium für Arbeit und Sozial, 2008, 3. Armu, un Reichtumsbericht, Berlin. Cazenave, Marie-Cécile, 2007, 11 millions de travailleurs pauvres en Europe. In Problems économiques 2922-2007. Concialdi, P. 2001, Bas salaire et travailleurs pauvres, Cahier français numéro 304, la documentation française. The Economist 2006, The Rich, the Poor and the Growing Gap Between Them 17 juin 2006. Foll, Madior, Verger, Daniel 2005,
Pauvreté relative et conditions de vie en France, une économie et statistiques numéro 383, 384, 385, page 91 à 107. INSEE 2010. Les revenus et le patrimoine des ménages, édition 2010. Institut der deutschen Wirtschaft, Lernen lohnt sich, Pressmitteilung 14 2010, Köln. McGillansley, S. 1985, pour Britain, London, Allen & Unwin. Hélène Périvier 2006, La pauvreté laborieuse, bilan et perspectives, droit social numéro 6 2006. Ribej, Hermann 2008, Denkanstes zur Mindestlohnkontroverse im Wirtschaftsdienst 8 2008. Wagner, Gerdje 2008, Langfristig und kurzfristig Armutsbekämpfung im Wirtschaftsdienst 7 2008. Les travailleurs pauvres, un défi pour les institutions européennes. Alois Schumacher. Université de Paris 12, UPEC. Le 1er décembre 2009, le traité de Lisbonne réglant le fonctionnement de l'Union européenne est entré en vigueur. Par rapport au traité de Nice, l'Europe des 27 s'est dotée d'un système plus efficace renforçant les prérogatives des institutions européennes par rapport aux États nationaux. Peut-on pour autant affirmer que l'Union est devenue un facteur décisif dans la lutte contre le travail précaire qui nous intéresse ici ? Peut-on parler d'un modèle social européen qui se distinguerait fondamentalement de celui des États-Unis ou du Japon ? Tout en admettant que les États européens continuent à avoir une identité sociale forte, l'Europe peut-elle parler d'une seule voix ? Nous allons regarder de plus près le rôle normatif que l'Union européenne prétend jouer face à des réalités nationales bien contrastées. Après le rejet du traité établissant une constitution pour l'Europe, 17, nous nous appuyons désormais sur la version consolidée des traités européens amendés par le traité de Lisbonne, version publiée par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française qui met bien en valeur les changements opérés par le traité modificatif. 18. Quant à la mise en œuvre pratique des dispositions contractuelles, nous nous appuyons pour l'essentiel sur les données d'Eurostat. Dans une première partie de cette contribution, il s'agit de mettre en avant les aspects systémiques de ce que l'on pourrait qualifier de modèle social européen. Ensuite, nous regarderons de plus près les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne touchant les problématiques de l'emploi. Enfin, nous étudierons la mise en application des dispositions contractuelles par le biais des fonds structurels. Le poids de l'histoire et des faits ECONOMIQUES. Le modèle social européen, mythe ou réalité ? La question de savoir si l'Union européenne est capable de développer une conception sociale normative homogène marque toutes les étapes de son développement. À ce titre, le sujet du colloque organisé du 2 au 7 décembre 1996 à l'Université Paris 12-19 n'a rien perdu de son actualité. L'histoire divergente des États membres permet-elle l'articulation d'une volonté générale dans le domaine social ? 20. Modèles économiques et actions politiques. Un regard sur l'histoire des différentes économies nationales européennes révèle toute la diversité des approches économiques, théoriques et pratiques. Historiquement, l'Angleterre a joué un rôle déterminant pour l'introduction du capitalisme moderne marqué alors par la production industrielle, l'accumulation du capital et la mobilité de la force de travail. Après les débuts de l'industrialisation en France, l'Allemagne se lance dans l'industrialisation à partir de 1850. En dehors de l'Europe, l'industrialisation des États-Unis d'Amérique est fulgurante. Sur le plan de l'économie politique, le libéralisme prône et continue à défendre le rôle du marché en tant que souverain régulateur de l'offre et de la demande. Face à l'indéniable succès de la production capitaliste, mais également aux immenses problèmes sociaux qu'elles entraînent, les approches nationales se différencient. La Grande-Bretagne reste pour l'essentiel fidèle au libre-échange et à l'autonomie des forces de production. Ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale que les gouvernements du Labour introduisent une intervention massive de l'État dans l'économie nationale, le stop and go. Depuis les années 80, la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher suivie par Tony Blair revient à l'orthodoxie néolibérale en menant une politique de dérégularisation. De ce côté de la Manche, l'interventionnisme d'État continue à s'exprimer avec vigueur dans la politique néo-mercantiliste française comme en témoigne la gestion de la crise actuelle.
À son tour, le modèle allemand de l'économie sociale de marché, le capitalisme rénant, se caractérise par la liberté des agents économiques, l'existence d'un partenariat social fort et par l'intervention régulatrice et normative des pouvoirs politiques. La politique rigoriste de la Bundesbank continue à servir d'exemple à la Banque centrale européenne, malgré une avancée indéniable des idées ultralibérales anglo-saxonnes depuis les années 80. Quant aux nouveaux membres de l'Union, marqués par l'exemple soviétique, ils penchent davantage en faveur du modèle anglo-saxon. Réalités économiques et modèle social. Après des années de règne sans partage du capitalisme financier à l'échelle globale, la crise financière et bancaire actuelle a mis à nu le conflit fondamental entre les tenants d'une approche libérale orthodoxe, respectant les critères du traité de Maastricht, et celle d'un interventionnisme d'État soutenant la consommation et l'investissement au prix de déficits énormes. Les réalités économiques des différents pays se reflètent dans les données concernant le PIB par habitant dans l'UE en standard de pouvoir d'achat, SPA, qui illustrent davantage les différences réelles que des chiffres absolus. PIB par habitant dans l'Union européenne 2006, 2007, 2008. En standard de pouvoir d'achat, 100 égale EU à 27. Source INSEE. Les écarts entre les revenus au niveau des pays membres et ceux de la moyenne de l'Union sont considérables. Ce constat vaut surtout pour les pays issus du bloc communiste. Encore faut-il admettre l'existence d'un léger effet de rattrapage avant l'éclatement de la crise actuelle. L'image d'une grande diversité s'impose également quand on regarde de près les salaires minima institués par 20 membres de l'Union qui touchent au premier chef les travailleurs pauvres. 21. Dans sa contribution à Data in Focus 22, BitCheck distingue pour l'année 2009 trois catégories de salaires minima exprimés en standard de pouvoir d'achat. Dans le premier groupe, salaire de moins de 500 €, nous trouvons la Bulgarie 240 €, la Roumanie 263 €, la Lituanie 343 €, l'Estonie 362 €, la Hongrie 408 €, la Slovaquie 409 €, la République tchèque 443 € et la Pologne 468 €. Cette catégorie se caractérise par le fait que tous les pays concernés émanent de l'ancien bloc communiste. La deuxième catégorie comprend des salaires minima entre 500 et 1000 €. Nous y trouvons le Portugal, 606 €, la Slovénie, 710 €, la Grèce, 724 €, l'Espagne, 760 € et Malte, 804 €. Enfin, la troisième catégorie dépasse les 1000 €. En standard de pouvoir d'achat, elle regroupe l'Irlande, 1152 €, le Royaume-Uni, 1154 €, la France, 1189 €, la Belgique, 1254 €, les Pays-Bas, 1336 € et le Luxembourg, 1413 €. En résumé, les salaires minima se situent en termes bruts entre 120. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.